Dans cet épisode de Mythbusters, l'embarquement va commencer. Tous à bord pour révolutionner l'aviation. Dans l'ordre et le calme. Adam et Jamie chamboulent les voyages en avion Apparemment, c'est plus rapide. et se demandent si la méthode d'embarquement standard, du fond vers l'avant, est vraiment la plus lente. Bouclez vos ceintures, ça va secouer. Des turbulences! Puis Carrie, Tori et Grant jouent des points Ne le faites pas chez vous, on est des pros. pour lever le voile sur un mystère balistique dentaire. Et voilà, une balle en dents. Ces balles bio sont-elles létales? Et pourront-elles tromper un médecin légiste On l'emmène au labo. en ne laissant aucune preuve à l'autopsie? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage De la nourriture cuite au C4. et Jamie Heineman. Ça va vous tuer. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, On va mourir! Carrie Byron J'ai l'outil qu'il faut. et Grant Imahara. Qui veut se battre? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, Adam et Jamie s'attaquent à un problème national, l'embarquement dans les avions. Question. Comment tu montes dans un avion? En marchant. C'est pas ce que je voulais dire. Comment toi et les autres passagers montez dans l'avion? En marchant. C'est pas un piège. Dis-moi juste comment on embarque dans un avion. Par groupe. Exactement. Par groupe du fond vers l'avant. Un mythe suggère que cette méthode standard, utilisée par toutes les compagnies, est en réalité la technique la plus lente et la moins efficace pour faire monter les passagers à bord. On devrait mener notre propre enquête. C'est exactement mon avis. En 2011, aux États-Unis, plus de 700 millions de passagers ont passé l'enregistrement, bouclé leur ceinture et décollé. Le motif de plainte le plus fréquent? L'attente. Adam et Jamie veulent savoir si la méthode d'embarquement standard est en cause. Les compagnies font-elles fausse route en procédant du fond vers l'avant? Est-ce vraiment la pire méthode pour remplir un avion? Il nous faut un avion et environ 200 passagers volontaires. Et d'autres méthodes d'embarquement. J'en ai déjà 3 ou 4 en tête. Bien, on va les faire essayer aux passagers et identifier la plus efficace. Alors, on s'y met. Direction un terrain d'essai spectaculaire. On est à la base navale de Mare Island, à 1 heure de notre atelier. Et si c'est bon? Ce bâtiment était autrefois un hangar à bateaux, il y a plus de 100 ans. Mais aujourd'hui, on va le transformer en avion et en salle d'embarquement. Première étape du plan, la mise en place d'une base. Ça va être chouette. Ouais. Une fois les planches de contreplaqué posées et peintes, la structure peut être installée. On va les aligner contre le mur là-bas. La charpente des compartiments est soudée afin de pouvoir supporter le poids des centaines de bagages à main. La machine Mythbuster est bien huilée C'est bon. Super. et les composants du squelette métallique sont bien érigés avant que les tablettes ne soient relevées. Ça fait 90 minutes et la charpente métallique est presque terminée. Elle va supporter l'éclairage et les compartiments. 173 passagers vont y ranger leurs bagages tous en même temps. Il faut donc qu'elle soit aussi solide et résistante que celle d'un véritable avion. Une fois la structure en acier en place, on passe à l'installation des compartiments à bagages récupérés. Et voilà. On attache. On accélère les images jusqu'à ce que le dernier compartiment soit en place. Super. On passe au siège. Les sièges, également récupérés sur un vrai avion, sont posés et fixés dans une disposition identique à celle d'un appareil de taille moyenne. C'est parti. Première classe, OK. Vient ensuite la salle d'embarquement, avec une passerelle fermée par des rideaux et même un faux scanner à billets. Il sonne pas, mais je peux faire comme ça. Bip. Merci. Bip. Merci. Bip. Merci. Mythbust Air est prête pour son vol inaugural qui ne quittera jamais le sol. Vous le voyez, tout est prêt. Notre salle d'embarquement est terminée. Notre avion aussi est presque fini. Il ne manque plus que les passagers.
Bienvenue. Préparez-vous pour une histoire qui va vous faire grincer des dents. Pourquoi tu souris comme ça? On va tester un mythe sur les dents. On t'écoute? Vous vous souvenez des balles de glace? On pensait que c'était l'arme parfaite parce qu'elle ne laissait aucune trace. C'était bidon, mais on pensait que la balle fondrait sans laisser d'indice. Là, c'est pareil, sauf que la balle est en dents. La masse est suffisante pour obtenir pénétration et précision. Mais le mieux, c'est qu'en touchant sa cible, la dent se brise en petits fragments. C'est génial, parce qu'en examinant la plaie à l'intérieur, le médecin légiste ne trouvera que des fragments d'os qui pourraient appartenir à la victime. Mais est-ce qu'une balle en dents peut vraiment être précise, pénétrer le corps et tromper un médecin légiste? Je sais pas, on verra bien. Voilà un mythe balistique qui ne manque pas de mordant. L'équipe se demande s'il est possible de fabriquer une vraie balle à partir d'une dent humaine. Les projectiles dentaires seraient soi-disant précis d'un point de vue aérodynamique. Ils auraient un pouvoir de pénétration létale et exploseraient à l'impact, rendant toute identification impossible, même par le meilleur des médecins légistes. Le mythe ne précise pas le type de munition, donc je propose qu'on teste plusieurs armes. Super. On procédera à plusieurs tests pour les comparer aux munitions normales. Mais il va nous falloir des dents humaines. D'accord. En voilà une, deux. Carrie! T'en as d'autres? Pour ce mythe, on va transformer des dents en balles. Première étape, se procurer des dents. Ce sont de vraies dents humaines qui ont été arrachées par des dentistes et qu'ils nous ont données. Il y a des canines et des molaires. On va les tailler pour essayer de les faire entrer dans des étuis de balles. Sally. Pour fabriquer une balle en dents, il faut d'abord comprendre l'anatomie d'une dent. On veut que la balle soit la plus solide possible. L'émail est la partie solide, mais c'est juste l'enveloppe. Ensuite, il y a la dentine et la pulpe, et c'est là que la résistance s'amenuise. On veut conserver la solidité de la dent en évitant de la meuler à outrance. Mais il faut quand même arriver à ce qu'elle tienne dans l'étui. Je sens que l'expérience ne va pas être facile. Ça ne va pas être évident, alors comment faire? On va tester 3 types de munitions différents. Tori va adapter une cartouche de fusil de chasse, Carrie va travailler avec une balle d'arme de poing, et moi, je m'occuperai d'une cartouche de carabine. Le mythe ne précise ni l'arme ni le type de munition. Il affirme seulement qu'une balle en dents peut tromper un médecin légiste. Ça sent comme chez le dentiste. L'équipe va tester 3 options. Tori va adapter une cartouche de fusil en remplaçant les plombs de chasse par des dents. Pourvu qu'on se casse pas les dents sur ce mythe. Grant va modifier une cartouche de carabine. Et Carrie va remanier une balle d'arme au poing avec une molaire. J'ai sorti les balles de calibre 38 de leur cartouche, j'ai remis la poudre et j'ai remplacé les balles par des dents. J'utilise une goutte de silicone pour fixer la dent et fermer le haut de la balle. Carrie pense qu'il est capital de conserver le plus d'émail possible. Elle n'a donc pas usiné les dents en forme de balle. Elle risque cependant de perdre en précision. De son côté, Grant opte pour une stratégie différente. Il pense qu'il est essentiel d'usiner les dents pour obtenir le plus de précision et d'aérodynamisme possible. Tout d'abord, j'ai meulé le pourtour de la dent pour pouvoir ensuite l'enfoncer le plus profondément possible dans la chemise. Ensuite, je vais sceller les bords avec de la résine époxy et bien sûr, la poudre sera ici à l'intérieur. Quand j'aurai fini, ça ressemblera à ça. De son côté, Tori a la tâche un peu plus facile. C'est pas évident pour Carrie et Grant, parce qu'ils doivent fabriquer une balle en dents. J'ai une dent contre Smith. Moi, je n'ai pas besoin de tailler mes dents. Pourquoi? Parce que j'utilise une cartouche de fusil. Voici la coupe transversale d'une cartouche. Là, on a la charge, là, la bourre, et là, les projectiles. Quand la charge est allumée, la pression monte. Elle expulse la bourre qui propulse les projectiles vers la cible. Avec ça, je vais être armé jusqu'aux dents. Je n'ai plus qu'à remplacer les plombs par des dents, et c'est bon. Du côté de Grant, Et voilà, une balle en dents. les cartouches de carabine sont prêtes. Il a aussi prévu un plan B. B comme boucher. J'avais besoin du plus gros os disponible rapidement.
Et j'ai trouvé ce fémur de vache chez un boucher. Voyons si je peux extraire une balle. Bien sûr, le mythe porte sur des dents. Ça gicle! Mais Grant joue sur l'esprit du mythe, c'est-à-dire une balle constituée de matière biologique qui se désintégrera à l'impact. L'avantage de l'os, c'est qu'il peut être usiné plus facilement qu'une dent pour un résultat plus aérodynamique. Mon chef-d'œuvre est terminé. Carrie a aussi terminé, mais elle reste tout de même sceptique. J'en ai fini avec mes balles de calibre 38 très spéciales, mais les dents n'ont pas la même masse qu'une balle normale. Donc elles ne pourront pas avoir la même force de destruction. Et puis, elles ne sont pas symétriques, donc côté précision, ça risque de pêcher. Mais bon, des balles en dents, c'est quand même la classe. Tous ceux qui prennent l'avion connaissent ce problème. L'embarquement semble toujours prendre plus de temps que nécessaire. Mais est-ce dû à la technique dite du fond vers l'avant? Est-il vrai que la méthode employée par la plupart des compagnies est la moins efficace? Pour le savoir, le commandant Savage et le copilote Heinemann ont reconstitué un avion et une salle d'embarquement avec de vraies hôtesses au sol et en cabine. Voilà comment ça va se passer. Chaque passager de Miss Buster se verra remettre un billet comme celui-ci, avec un siège attribué, et devra embarquer en empruntant la porte derrière moi. À bord, Sylvia, le chef de cabine, vérifiera les billets et orientera les passagers vers leurs sièges respectifs. Le reste du personnel navigant, comme à bord d'un vrai avion, aidera les passagers à ranger leurs bagages dans les compartiments. Une fois les bagages rangés et tout le monde assis, les hôtesses annonceront la fermeture des portes et l'embarquement sera terminé. Nous évaluerons chaque technique selon 2 critères. Le premier sera le degré de satisfaction des passagers. En quittant l'avion, chaque volontaire mettra un bulletin dans l'urne pour nous indiquer si la méthode était tout simplement géniale, juste bien ou carrément horrible. Je me chargerai d'évaluer le second critère en chronométrant la durée totale de chaque méthode d'embarquement. Mais qu'en est-il des empêcheurs de tourner en rond? Vous faites bien de le demander. Pour chaque test, environ 5% de nos enveloppes contiendront des instructions spécifiques, indiquant aux volontaires en question de se comporter comme ces fameux passagers qui ralentissent l'embarquement. Nous avons identifié plusieurs comportements types. Les familles avec des enfants en bas âge, les gens qui vont aux toilettes pendant l'embarquement et qui doivent remonter l'allée à contre-courant pour retourner à leur place, les gens qui se trompent de siège et ceux qui plient méticuleusement leur veste de costume dans l'allée avant de la ranger sur leur bagage. On a vraiment pensé à tous les cas de figure. Pour tester plusieurs méthodes d'embarquement, il va nous falloir un avion plein de volontaires. Ça tombe bien, on en a. Ils n'ont pas l'air ravis. Non, mais je les comprends. Le premier test qui va servir de référence est la méthode supposée être la plus lente de toutes. C'est la technique que tout le monde connaît, celle du fond vers l'avant. Regardez ce graphique. Avec des numéros de sièges attribués, on embarque d'abord la classe affaires, puis le tiers du fond, celui du milieu et enfin celui situé à l'avant. Bonjour! Vous allez bien? Jamie, lance le chrono. Bienvenue sur le vol Miss Buster 3141597. L'embarquement va commencer. Les familles voyageant avec des jeunes enfants et les passagers de la classe affaires peuvent embarquer. Dirigez-vous vers la porte et présentez votre billet. Le chrono est lancé et l'embarquement commence. C'est génial. Et ça ne pourrait pas mieux se dérouler. Tout va bien? Vous avez besoin d'aide? C'est bon? Très bien, bienvenue à bord. La passerelle et la réplique de la cabine d'avion assurent un embarquement du fond vers l'avant identique à la vie réelle. Les rangs 20 à 30 peuvent maintenant embarquer. Les rangs 20 à 30 peuvent embarquer. Bienvenue. Les avantages de notre réplique sont clairs. La structure ouverte sur les côtés permet aux caméras de filmer l'intégralité de l'embarquement avec une visibilité parfaite. Nous allons embarquer les rangs 10 à 19. Rangs 10 à 19, vous pouvez embarquer. Une fois l'avion presque plein, un scénario familier d'avant-décollage se dessine. Bonjour, 29D. Les passagers s'entassent sur la passerelle
Ceux assis près de l'allée doivent se lever pour laisser passer ceux qui ont un siège central ou près du hublot. Et inévitablement, certains bagages cabines sont trop volumineux pour entrer dans les compartiments. On met des bagages en soute. C'est génial! J'avoue que j'ai été choqué par le nombre de bagages qu'on a dû mettre en soute. Mais d'après les hôtesses, c'est la moyenne. Il n'y a plus de place. Quelle est votre destination? Springfield. D'accord, je vais l'étiqueter. Merci. L'excédent de bagages n'est pas le seul élément qui retarde le départ. Les gêneurs ralentissent aussi le mouvement de manière réaliste. Mais tout le monde finit enfin par trouver sa place et l'avion est prêt à décoller. Stop, Jamie! Alors, quel est le résultat? De l'annonce de l'embarquement à la fermeture du dernier compartiment, la technique du fond vers l'avant a pris 24 minutes et 29 secondes. C'est une méthode très employée qui va nous servir de point de référence pour les autres tests. La durée est un critère de comparaison très important, mais la satisfaction des passagers l'est tout autant. Voyons ce que ça donne. D'accord. Chaque expérience positive vaut 1 point. Un bulletin horrible retranche 1 point. Et un bulletin neutre bien vaut 0. La méthode du fond vers l'avant récolte un total de 19 points. Mais le score et le chrono ne veulent rien dire sans point de comparaison. Pour savoir si ce mythe va décoller ou s'écraser au sol, le commandant Savage va devoir effectuer quelques vols supplémentaires. Carrie, Tori et Grant testent le mythe de la balle en dents. Une balle fabriquée à partir d'une canine pourrait soi-disant exploser à l'impact, ne laissant au médecin légiste aucun élément de preuve avec lequel travailler. Ne le faites pas chez vous, on est des pros. Pour tester ce mythe balistique, Carrie, Tori et Grant ont fabriqué des munitions biologiques pour 3 armes différentes. Vous êtes prêts à mordre la poussière? Mais avant de défier le médecin légiste, ils veulent savoir si leurs munitions fonctionnent. La pénétration, l'aérodynamisme et la précision seront-ils au rendez-vous? Pour le test de précision, on va se tenir à une distance réglementaire et faire feu avec notre revolver, notre fusil de chasse et notre carabine de calibre 308. Les cibles seront des photos de nous dans un univers parallèle où les soins dentaires n'ont pas été inventés. J'ai vraiment les dents comme ça? Voici un 357 Magnum. On va tirer des balles spéciales de calibre 38 avec une vitesse initiale d'environ 245 mètres par seconde. C'est parti! Pour ce test de précision, on va tirer 3 balles de plomb à la suite. Pas mal, le tir est bien groupé. Ensuite, on va tirer avec les balles en dents et comparer le degré de précision. Les 3 impacts groupés vont servir de référence. C'est parti! Pour que les munitions en dents du revolver aient une chance de tromper le légiste, encore faut-il qu'elles atteignent leur cible. Ok, attention, dans 3, 2, 1, feu! Raté, c'était à côté. Non! La décision de Carrie de conserver l'émail sans polir la surface des dents s'est retournée contre elle. Avec un mauvais aérodynamisme, à seulement 6 mètres, la cible est plus que ratée. L'arme de poing a échoué au premier essai. Au suivant. J'ai ici un fusil à pompe de calibre 12 qui tire à 365 mètres par seconde. C'est parti! Contrairement au revolver ou à la carabine, c'est pas une arme de précision. Les munitions en dents seront considérées comme suffisamment précises si elles touchent la même zone que les munitions normales. Regarde, je l'ai eu dans la narine. C'est bien groupé dans un rayon de 25 cm. Ce sera la mesure de référence. Voyons si les cartouches remplies de dents en font autant. Test de précision, calibre 12 en dents, c'est parti! On y va. Attention les yeux, les oreilles et les dents. Dans 3, 2, 1... Voyons si ça s'approche du premier tir. Pas mal, pas mal. On peut considérer ça comme une réussite. Elles ont touché la même zone que les munitions normales. Ouais, le tir est bien groupé, c'est super. Mission accomplie. Avec une arme conçue pour tirer à courte distance, les dents ont fait plus ou moins pareil que des vraies munitions. Le fusil accède donc à l'étape suivante. Mais d'abord, c'est au tour de Grant et de sa carabine. On passe au test de précision de la carabine. On va tirer des cartouches de calibre 308 à une distance approximative de 25 mètres. Ensuite, on chargera les balles en dents et on évaluera leur précision. Balles en dents et carabine dans 3, 2, 1...
Avec plus de 10 fois la puissance du revolver, la grosse quantité de poudre contenue dans la cartouche a détruit la balle en dents avant même qu'elle ne quitte le canon de la carabine. C'était ce que Grant redoutait quand il a élaboré son plan B. Vous voyez ça? C'est mon arme secrète. Sa balle en os. Sécurité enlevée, c'est bon? Grant va l'avoir dans l'os. Ok, on y va. Une balle en os dans la carabine. Surprise! La trajectoire dévie légèrement de l'original, mais elle touche bien la cible. On l'a eu. C'est pas mal à cette distance. C'est plutôt prometteur pour ce mythe. Voyons ce que les balles donnent au test de pénétration. On y va. Une balle en os. Pour le moment, le mythe a l'air solide. Feu! La précision de la balle en dents dans le revolver n'était pas terrible, contrairement au fusil. Et la balle en os dans la carabine s'est avérée très précise elle aussi. On peut donc dire que c'est une munition viable. Reste à vérifier son degré de pénétration quand elle touche la cible. Jusqu'ici, Carrie, Tori et Grant ont testé la précision de leurs balles biologiques. Dans l'arme de poing et la carabine, elles ont échoué dès le premier essai. C'était à côté. Non! Mais la cartouche de carabine équipée d'une balle en os a mis dans le mille. Pas mal, pas mal. Reste à savoir si la pénétration à l'impact sera létale ou non. L'équipe retourne sur le stand de tir afin de comparer une fois de plus les balles biologiques aux munitions normales. Pour le prochain test, on oublie la précision. On va tirer à bout portant dans de la gélatine. On sait déjà que les vraies balles vont faire plus de dégâts. Leur masse est plus lourde, donc elles sont plus puissantes. Ce qu'on veut savoir, c'est si nos munitions biologiques peuvent causer assez de dégâts pour être considérées comme viables. Nous aurons la réponse si la balle en os et la cartouche de fusil remplie de dents ont suffisamment d'énergie pour pénétrer le gel balistique au-delà de 10 cm. Une mesure qui, d'après les experts, constitue une blessure mortelle. Ce sera donc la mesure de référence. On commence par le fusil de chasse avec une cartouche standard de calibre 12. On y va dans 3, 2, 1. Je crois que ça l'a traversé. Je l'ai vu ressortir et toucher le mur du fond. Il a sauté! Avec une vitesse initiale de 550 mètres par seconde, les plombs de chasse ont un pouvoir de pénétration colossal. Regardez tous ces points de sortie. Tous les plombs ont traversé le gel. J'adore le fusil. Voyons comment les dents s'en sortent. Vont-elles faire aussi bien que les plombs? Ou en tout cas pénétrer d'au moins 10 cm? Attention, dans 3, 2, 1... Un examen minutieux révèle que non content de faire moins bien qu'une vraie cartouche, les dents n'ont pas réussi à pénétrer le gel jusqu'à la profondeur de référence. 38 mm. Donc même de près, c'est pas une munition efficace pour un assassinat. Ouais, les plombs de chasse ont traversé le gel balistique, mais les dents l'ont pénétré d'à peine quelques centimètres. Mais même sans être mortelle, l'équipe reconnaît que de telles lésions pourraient tout de même être graves, ce qui est suffisant pour accéder à l'étape suivante de justesse. Le fusil n'a pas réussi à atteindre la profondeur de référence voulue. Mais après avoir visionné le ralenti, on va lui laisser le bénéfice du doute. On a quand même eu 6 ou 7 impacts avec une pénétration de 5 cm. Un sérieux traumatisme qui pourrait peut-être envoyer la victime sur une table d'autopsie. Le fusil réussit donc de justesse le test de pénétration. Il est temps de placer la barre plus haut. La vitesse initiale colossale de la carabine, avec ses 850 mètres par seconde, pourrait bien faire l'affaire. Tout comme pour le fusil, on va tirer à la carabine le plus près possible de la cible, soit 3 mètres. Si on tirait plus près, l'onde de choc déplacerait le gel balistique. Et sans surprise, la cartouche de carabine traverse la cible. Je crois que le gel a fait un saut périlleux. Cependant, la balle en os n'a pas besoin d'égaler un tel degré de destruction. Il suffit qu'elle pénètre d'au moins 10 cm pour être considérée comme mortelle. Attention, dans 3, 2, 1... Allons voir ça. Oh non! Elle s'est arrêtée là! La blessure est loin d'être mortelle. Avec seulement 5 cm, l'impact n'est pas suffisant. Mais Tori n'est pas surpris, car leur plus grosse balle biologique a elle aussi un problème de masse.
On vient de tester la balle en os et elle n'a presque pas pénétré le gel balistique. Ça n'a rien de surprenant quand on sait que l'énergie cinétique est égale à 1/2 multiplié par la masse fois la vitesse au carré. Puisqu'on n'a ni la masse ni la vitesse, on ne peut pas avoir l'énergie nécessaire pour obtenir la pénétration désirée. Mais tout n'est pas perdu. De retour à l'atelier, Grant et Tori renforcent la balle en os, puisque la formule prouve que la taille compte. Avec une balle de taille XXL, obtiendront-ils la pénétration nécessaire à ce mythe? J'ai taillé une balle en os beaucoup plus grosse. Avec une masse plus importante, on devrait avoir une pénétration plus grande. Espérons que cette fois, la lésion sera mortelle. À l'intérieur de ce container par balle, les résultats seront constatés sur un gel balistique tout frais. Dans 3, 2, 1, feu! À vitesse normale, on voit bien le gel bouger, mais une seule mesure compte. Regarde! On a des fragments d'os à 10 cm de profondeur! Et oui, une masse plus importante fait toute la différence. C'est une réussite. Ok, prochaine étape, tester les munitions sur notre analogue humain. Ok. Le fusil de chasse et la carabine ont réussi les tests de précision et de pénétration. L'équipe va désormais tester s'il est possible de commettre le crime parfait. Pour ce test, on a reconstitué une cabine d'avion à l'identique. Les dimensions sont les mêmes, on a de vrais sièges, et puisque le rangement des bagages et des bagages à main prend toujours énormément de temps, on a aussi récupéré de vrais compartiments. On vise la précision dans chacun de nos tests. Voilà pourquoi on a tout fait pour... Je veux descendre. Adam et Jamie ont déjà chronométré la méthode de référence du fond vers l'avant. Mais il reste encore de nombreuses techniques à tester. Prochaine étape? Les familles avec des jeunes enfants et la classe affaires peuvent embarquer. La seconde méthode est très différente de la technique standard de référence. Test numéro 2. En effet, il n'y a aucun système du tout. La seconde méthode d'embarquement est semi-aléatoire. Les passagers ont des places attribuées, mais il n'y a que 2 groupes. La classe affaires et tous les autres. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. On va maintenant embarquer toutes les rangées et tous les sièges. Toutes les rangées et tous les sièges peuvent embarquer. Par ici. Votre billet! Chaque passager a une place attribuée. Et les gêneurs habituels, comme les plieurs de veste, sont toujours là. Pour le reste, c'est premier arrivé, premier embarqué. Quand on a mis au point ce test, on voulait vraiment que les gens se comportent comme dans un vrai aéroport. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Faites une ligne. Alignez-vous. Une seule ligne. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ce test aléatoire. Dès que j'ai annoncé l'embarquement, tout le monde s'est précipité vers le comptoir pour monter dans l'avion. Une seule ligne, merci. C'est exactement le genre de comportement que je m'attendais à voir dans un aéroport. C'est génial qu'on le voit ici. Mis à part la course pour être le premier, il semble n'y avoir aucun problème. Bonjour, vous êtes la dernière passagère? On dirait. Tous les passagers ont trouvé leur siège respectif étonnamment vite. Ce test était aléatoire, une fois la première classe et les familles avec enfants assis. Ça n'a duré que 17 minutes, ce qui est très rapide. Vous pouvez descendre de l'avion. Soit 8 minutes de moins que le temps de référence. Mais ce n'est pas l'unique facteur. Chaque passager doit encore voter pour évaluer son degré de satisfaction. Pour le premier test, on avait une majorité de bien. Ici, ils ont soit adoré, soit détesté, parce qu'on n'a que des géniales ou horribles. La méthode aléatoire divise l'opinion. Mais malgré une durée bien plus courte, une fois les votes comptabilisés, cette technique se révèle moins populaire que celle de référence. Ce résultat est étonnant. L'embarquement aléatoire avec des sièges attribués a été plus rapide et pourtant bien moins apprécié des passagers. Ça veut dire que ce mythe est dans le vrai. Si l'aléatoire est plus rapide, c'est bien que la méthode du fond vers l'avant n'est pas efficace en termes de rapidité. Pour savoir s'il existe une meilleure technique plus appréciée des passagers, on va devoir faire d'autres tests. On y va? On va tester la méthode dite Wilma. Windows, c'est-à-dire les hublots, puis le milieu et l'allée. Une fois la classe affaires à bord, on fait embarquer les sièges au hublot, puis ceux du milieu et ceux de l'allée. Ça me paraît somme toute assez logique. Cette technique, dont l'acronyme, bien que mignon, n'est pas très précis, est rarement employée. C'est à Adam que revient d'expliquer la procédure. Nous allons maintenant embarquer les sièges au hublot.
Si vous avez la lettre A ou F sur votre billet, vous pouvez embarquer. Les ranger avec la lettre A ou F. J'avais un peu peur de voir comment ça allait se passer. Mais j'ai l'impression que tout le monde a très vite compris. Finalement, avec des explications claires, la méthode se révèle très simple. Nous embarquons maintenant les sièges du milieu. Si vous avez la lettre B ou E sur votre billet, vous pouvez embarquer. L'un des principaux problèmes de la méthode du fond vers l'avant, c'est que les passagers assis dans l'allée doivent se lever pour que les autres passagers accèdent à leur siège, ce qui crée de nombreux bouchons. Mais cette méthode a été spécialement pensée pour éviter ça. Et le résultat est encore plus rapide. Ça donne quel temps, Jamie? 14 minutes et 55 secondes. Joli! La rapidité et la fluidité de cette méthode se reflètent également dans le score de satisfaction qui atteint 102 points. Jamie est convaincu de la véracité du mythe. Wilma est bien plus rapide et 5 fois plus appréciée par les passagers que la méthode de référence. Pour moi, le mythe est d'ores et déjà confirmé. La technique employée par la majorité des compagnies aériennes est loin d'être la meilleure à leur disposition. Il ne nous reste plus qu'à déterminer quelle est réellement la meilleure méthode. La méthode dit Wilma, simple, est très rapide. Mais il existe apparemment une autre technique Wilma encore plus élaborée qui divise des sièges au hublot, au milieu et dans l'allée en différentes zones. Je vais devoir faire appel à mes talents d'orateur pour expliquer correctement qui doit s'asseoir à quel moment. Il y aura 10 zones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça me fatigue rien que de le regarder. Ok, Jamie, lance le chrono. Une fois de plus, Adam embarque d'abord la classe affaires et les familles. C'est après que ça se complique. Le premier groupe est constitué des rangées 22 à 30, mais seuls les sièges au hublot portant la lettre A ou F peuvent embarquer. Malgré la complexité de la tâche, Adam se montre à la hauteur. Je trouve que ce haut-parleur me rend viril et plus puissant. Et tout se déroule à merveille. C'est fascinant. J'espère sincèrement qu'on obtiendra un résultat qui sera ensuite exploité par les compagnies et qui pourra réduire les temps d'attente. Ça serait génial. Et avec un nouveau chrono ultra rapide, C'est fini. ce mythe semble vraiment tenir la route. Je vole énormément et je suis certain que sur tous les avions que j'ai pris, on a toujours embarqué les passagers avec la méthode en zone du fond vers l'avant. Les tests ne sont pas finis, mais on a déjà prouvé que cette méthode référence était exécrable comparée à toutes les autres. Pour le moment, on a testé la précision et la pénétration. Maintenant, on va tester l'illusion. On va donc tirer avec nos balles en os et en dents sur un analogue humain. Dans ce cas précis, un cochon. Ensuite, on demandera à un médecin légiste d'examiner les preuves pour voir si les projectiles sont détectables. Malheureusement, les charcutiers ne sont pas autorisés à vendre les cochons avec leurs viscères intacts. On va donc devoir remplir la cavité abdominale avec nos propres organes. T'as beaucoup de cœur, Carrie. Oh, quelle horreur! Carrie et moi, on va jouer au docteur. Le docteur Frankenstein. Ok, c'est terminé. Tu vois, c'était pas si terrible. Non, c'était horrible. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par la lettre A. De retour sur le stand de tir. Qui a commandé un analogue humain? Notre analogue est en place. On va tirer à bout portant directement sur son sternum avec nos 2 munitions vedettes. La cartouche pleine de dents et la balle en os. L'idée, c'est que lorsque le médecin légiste examinera la victime, il y aura des fragments d'os partout et aucune preuve permettant d'identifier l'arme, contrairement à une balle en plomb. Ok, c'est parti. Et pour commencer, un match opposant l'analogue humain numéro 1 à la balle en os XXL. Attention! Dans 3, 2, 1... Génial! On a un impact et une bonne pénétration. On l'emmène au labo. La balle en os a fait exactement ce que j'attendais d'elle. La pénétration est parfaite, la précision élevée, sachant que je visais cette tache noire. Et je vois des fragments d'os à l'intérieur. Pour le moment, le mythe a l'air bien parti. Mais on en sera sûr qu'après avoir vu le médecin. En attendant, on va décrocher le cochon et le mettre au frais. Pendant que la première victime se repose au frais en attendant d'être examinée par le médecin légiste, c'est au tour de la seconde cible et de la cartouche de fusil remplie de dents.
Le fusil de chasse est toujours en course et c'est peut-être la dernière chance de la balle en dents. On n'obtiendra peut-être pas une aussi bonne pénétration qu'avec la balle en os, mais les projectiles devraient causer de multiples impacts et provoquer une hémorragie. Elle pourrait être une munition efficace. Elle a une bonne pénétration, elle est précise et elle explose à l'impact. Ok, la balle en dents, c'est parti. Si cette balle peut faire l'affaire, c'est maintenant ou jamais. 3, 2, 1... Ouais! Ça avait l'air super! Je suis choqué du résultat, surtout après avoir tiré dans le gel balistique. Les dents n'avaient pénétré que de 5 cm, ce qui, a priori, n'est pas mortel. Mais après avoir tiré sur l'analogue humain, la blessure semble bien fatale. Les dents ont percé la peau jusqu'aux organes et surtout, elles ont traversé la cage thoracique. Reste à savoir si le médecin légiste pourra identifier ce qui a causé ces lésions. Mais pour le moment, le mythe semble se confirmer. Carrie, Tori et Grant jouent avec des armes et des munitions. Ouais! Ils tentent de savoir si des balles biologiques faites avec des dents et de l'os peuvent tuer avec précision et tromper un médecin légiste. On l'emmène au labo. D'accord. C'est ici qu'intervient le docteur Melinek et sa scie circulaire. L'équipe a rapporté les cochons dans des sacs mortuaires. Et sans connaître les causes des lésions, elle va devoir autopsier les 2 victimes. Pour commencer, la balle en os. Je vais d'abord chercher des signes de lésion sur l'animal. Ce que je vois là est une plaie qui semble avoir été infligée avec beaucoup de force, comme avec un couteau. Ça ne ressemble pas à une plaie par balle. Le mythe semble bien parti. Elle croit que c'est un coup de couteau. Pour que le mythe soit confirmé, le médecin doit être incapable d'identifier les preuves et de déterminer ce qui a transpercé la chair de notre porc. J'examine aussi l'intérieur pour évaluer quelle est la partie touchée et jusqu'où s'étend la blessure. Le médecin suit la lésion à travers la peau et le muscle de la paroi thoracique pour déterminer la force et la trajectoire de l'arme responsable. La balle a pénétré de 10 cm. Mais c'est quoi ce truc? Ce n'est pas normal pour un cœur. Elle a touché le cœur, le foie et elle a cassé 3 côtes. Le coup était fatal. La balle en os a rempli la partie létale de sa mission. Mais trompera-t-elle le médecin? Quand je place l'élément de preuve retrouvé dans les organes touchés à côté des côtes fracturées, on remarque que leur apparence est totalement différente. Ça ne ressemble ni à l'os, qui contient de la moelle, ni au cartilage que ça a traversé. Donc cette chose n'appartient pas au cochon. Exactement. C'est un corps étranger qui a été introduit dans le cochon. Elle est douée. Elle est très douée. C'est clair. Rien ne lui échappe. Avec de la patience, du talent et de l'expérience, le docteur Melinek rassemble tous les corps étrangers présents dans la blessure et ne tarde pas à trouver la réponse au mystère porcin. Docteur, après analyse, quelles sont vos conclusions? À l'intérieur du corps, j'ai constaté des lésions sur les organes, cohérentes avec une plaie par balle. Puis j'ai retrouvé des fragments qui, une fois assemblés, ont la forme d'une balle. Donc le fait d'utiliser une balle en os pour dissimuler les preuves ne vous a pas trompé? Non. D'accord, mais c'est pas fini. On a une autre technique pour tenter de vous avoir. On passe maintenant à la balle en dents. D'un côté, elle risque d'être plus fragmentée et donc de présenter moins de preuves. Mais de l'autre, sa nature est encore plus incongrue. À première vue, vous pensez qu'il s'est passé quoi? Je vois une plaie d'entrée avec des bords festonnés, comme un emporte-pièce ou une fleur. Et je vois des lésions satellites qui contiennent des fragments d'un matériau qui ne ressemble pas à du plomb, mais à de la dent ou de l'os. C'est cohérent avec une plaie par balle. Et une fois de plus, le médecin a tout compris. D'abord, qu'il s'agit d'une plaie par balle, et ensuite que les projectiles ne sont pas des plombs de pistolet, mais des dents. Et enfin, même si la plaie avait été près de la gueule, tout comme les fragments d'os, elle aurait facilement repéré qu'il s'agissait d'un corps étranger. On ne peut pas tromper un médecin légiste. Le mythe est bidon. Carrément bidon. Complètement bidon. Merci de votre aide. Merci. Ça vous a plu? Je me suis bien amusée. Eh ben pas moi, c'était répugnant. Le résultat est sans appel. Les munitions étaient modérément précises et tout juste mortelles. Oui, le tir est bien groupé. Mais il fallait surtout qu'elles soient capables de tromper le médecin légiste. Or, elles ont échoué, ce qui signifie que le mythe est bidon.
avec l'aide d'un avion rempli de passagers enthousiastes, Attention, des turbulences! Adam et Jamie se demandent si les compagnies aériennes ne font pas fausse route. Pour le moment, la réponse est oui. La méthode standard d'embarquement s'avère être la plus lente et la moins populaire. À présent, ils vont tester l'anarchie. Une fois la classe affaires assise, c'est chacun pour soi. Pour tous les autres passagers, il n'y a pas de siège ou de rangée attribuée, donc à mon signal, c'est-à-dire maintenant, vous pouvez embarquer. Dans l'ordre et le calme. Lors du premier test aléatoire, les sièges étaient attribués. Mais là, c'est la foire d'empoigne. C'est intéressant, les sièges ne sont pas attribués. Il n'y a aucun ordre particulier et ils font l'inverse de la méthode du fond vers l'avant. Ils remplissent d'abord les premières rangées, puis avancent vers le fond. Logiquement, cette méthode ne devrait pas être efficace, parce que les premiers passagers bloquent l'allée dès l'entrée de l'avion. Ça paraît quelque peu invraisemblable, mais l'absence de siège attribué permet d'obtenir le temps le plus rapide jusqu'ici. La seule explication qui me vient à l'esprit, c'est que personne ne cherche de siège particulier. Chacun s'assoit dès qu'il voit un siège libre. Apparemment, c'est plus rapide. C'est peut-être plus rapide, mais d'après les résultats du vote, un score de -5, c'est aussi plus stressant. C'est fascinant. Je viens de comptabiliser les voix pour la méthode complètement aléatoire et ils ont détesté. La très grande majorité l'a trouvée horrible. C'est une vision très intéressante de la psychologie humaine. Je crois que les humains ont besoin de structure. On veut savoir qu'il y a une structure, même si ça nous prend plus longtemps. Ça satisfait notre besoin de justice, de savoir qu'il y a une bonne raison au déroulement des choses. C'est fascinant. Côté résultat, voilà ce que ça donne. Malgré les sondages qui indiquent que l'attente et la queue sont les principaux motifs de plainte des voyageurs réguliers, il semble qu'un certain degré d'ordre et de structure soit tout aussi important. Ce qui laisse à l'équipe une dernière tentative pour trouver la méthode d'embarquement idéale, celle qui sera à la fois rapide, ordonnée et populaire. La prochaine technique s'appelle la pyramide inversée. Elle est très compliquée. Les passagers doivent embarquer par groupe, préarrangés et notés sur leur billet. Le meilleur moyen de vous l'expliquer est de vous montrer un graphique. Il va apparaître sur votre écran et vous indiquer les différentes zones. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est très complexe, mais soi-disant très rapide. C'est ce qu'on va vérifier. Nous allons embarquer le vol Mythbusters 314159227 avec un service à bord vers des mythes inconnus. Ça semble compliqué, mais avec les groupes et les numéros de sièges imprimés sur les billets, tout est en fait très simple. Le groupe numéro 2 peut embarquer maintenant. Cette méthode fonctionne un peu comme la technique Wilma. On remplit d'abord les bords extérieurs, puis graduellement les sièges situés au centre. Le groupe numéro 3 peut embarquer. Mais la stratégie de la pyramide le fait par groupe. Reste à savoir si ça aide ou non. Le chrono s'arrête à 15 minutes 10. Et Adam et Jamie retournent à l'atelier sur un vol imaginaire pour leur évaluation finale. Attache ta ceinture. On y va! 3, 2, 1! Alors, qu'est-ce que ça donne? Le mythe disait que la méthode d'embarquement la plus employée par les compagnies aériennes, c'est-à-dire du fond vers l'avant, était aussi la plus lente et la moins efficace. D'après nos différents tests, le mythe est confirmé. En effet. Ce qui est intéressant, c'est que la méthode la plus rapide était aussi la moins populaire. C'est peut-être pour ça que peu de compagnies l'utilisent. La bonne nouvelle, c'est que les 3 techniques les plus populaires testées étaient bien plus rapides que la méthode du fond vers l'avant. C'est celle-là qui devrait être utilisée. Tout à fait. Vous entendez ça, les compagnies?